Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission spéciale sur le dialogue national. Nous recevons sur ce plateau M. Alassane Hamadi Somaba, dit Balas, président du parti mauritanien du concret Arc-en-Ciel. Monsieur le Président, bienvenue parmi nous. Merci, Monsieur Ndiaye. Et pourquoi Arc-en-Ciel a choisi d'aller au dialogue national? C'est une question extrêmement importante parce que par les temps qui courent, aller au dialogue national relève d'un courage politique. Parce que déjà, voilà près de 1 an et demi, sinon 2 ans, que nous tournons en rond autour de ce projet politique de faire retrouver la classe politique mauritanienne et les gouvernants autour d'une table pour discuter ensemble des problèmes qui retardent le développement socio-économique de la Mauritanie. Dans ce cafouillage politique complet, il est nécessaire que chaque parti, que chaque homme politique prenne sur lui le courage de définir son choix et de le proclamer à haute voix, sans essayer de se cacher derrière son doigt. Très bien. Dans ce cadre, j'ai l'impression que vous avez préparé un document pour contribuer au dialogue national, à la réussite du dialogue national. Pouvez-vous nous parler de ce document? Oui, effectivement, nous avons préparé un document que nous avons remis au ministre secrétaire général de la présidence, M. Moulay Mohamed Lardaf, qui est chargé de piloter ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. Mais je voudrais d'abord, avant d'en arriver là, c'est-à-dire avant de répondre à votre question, M. Ndiaye, je voudrais dire d'abord comment Arc-en-Ciel est parvenu à prendre courageusement cette décision. Le dialogue, en quelque sorte, les partis politiques ont commencé à en parler depuis l'appel que le président Mohamed Ould Abdel Aziz avait lancé à la classe politique depuis Chinguitti. En ce temps d'ailleurs, il avait adressé son invitation à l'opposition radicale, ou bien, pour être plus clair, au FNDU, principalement. Et, vous le savez, ça a tourné en rond, on n'a pas pu avancer. Et là, il faut quand même que je dise la vérité, parce que j'étais au sein du forum. S'il y a eu un retard en ce temps, c'est un peu de la faute des deux partis, aussi bien du côté du pouvoir que du côté de l'opposition. Parce que l'opposition s'est cramponnée sur ces conditions, alors que quand on va au dialogue, on ne peut pas on ne peut pas dire que c'est ça ou rien. On doit accepter de faire des concessions quelquefois, on doit accepter d'élever la voix quelquefois, mais quelquefois aussi de la ramollir. Et le pouvoir également, pendant cette première phase, ce premier round, souvent il a fait un pas en avant et quelquefois 2 pas en arrière. L'opposition s'est cramponnée sur ses préalables, et les préalables c'est quoi? C'est des questions pour ramener la confiance entre le pouvoir et l'opposition. Elle dit qu'elle est échaudée après le dialogue qui s'est tenu à Dakar et d'autres tentatives, d'autres rencontres. Elle n'a plus confiance, elle est échaudée, elle exige des garanties. Et surtout que ces garanties soient traduites par écrit. Le pouvoir aussi a bien accepté de recevoir ces questions, ce préalable-là. Il a bien répondu aussi oralement à toutes les questions qui étaient posées sur les questions constituant le préalable,
je me rappelle bien, il n'y a qu'une question ou deux où le pouvoir a été catégorique. La première question, c'était la fermeture du BASEP. Que le BASEP ne soit pas rattaché à la présidence, mais à l'état-major de l'armée. Là, le pouvoir a répondu catégoriquement qu'il n'est pas question de parler de cela, que ça relève de son domaine, ça relève de sa compétence, il ne négocie ça avec personne. C'est clair. Il y avait en ce temps aussi la libération de Biram, mon jeune frère, Biram Daoula Bey. Et là également, le pouvoir avait dit catégoriquement que c'est un dossier qui est entre les mains de la justice, qu'il ne peut absolument rien faire, il ne peut pas s'immiscer dans un dossier qui est en cours au niveau de la justice. Et à part cela, toutes les autres questions, le pouvoir avait répondu, mais oralement. Quand maintenant l'opposition a demandé que ce soit traduit par écrit, la délégation du pouvoir a dit que non, on ne peut pas répondre par écrit. Le FNDU, la délégation du FNDU, en ce moment, avait même demandé, alors, comme vous n'acceptez pas de répondre par écrit, mot à mot à notre préalable, mais faisons un mémorandum de notre rencontre d'aujourd'hui. Et même ça, le pouvoir avait refusé. Jusqu'à un certain moment, le pouvoir a dit à la délégation du forum, allez-y, alors comme vous tenez tellement une réponse écrite, envoyez-nous une lettre pour demander par écrit que vous tenez à une réponse écrite. Notre délégation est revenue au forum. J'étais au forum, je participais, je n'étais pas diabolisé, je n'étais pas pestiféré. Alors, la délégation est revenue, elle a à nouveau transmis cette exigence du pouvoir, cette demande du pouvoir, nous demandons de leur écrire une lettre pour réclamer une réponse écrite. On a beaucoup tergiversé autour de cette question, parce que ça faisait un peu un jeu au chat à la souris. Mais en fin de compte, on a fini par accepter de rédiger une lettre, de dire au pouvoir que nous attendons une réponse écrite. On l'a fait au FNDU. Et quand la lettre a été transmise au pouvoir, le pouvoir est revenu sur sa position initiale, c'est-à-dire qu'il ne répond pas par écrit. Alors, le processus de rencontre et de coups de téléphone s'est stoppé net. Jusqu'au moment où le président, vous savez, au forum, tous les 4 mois, on change de présidence. Jusqu'au moment, et là, c'était la présidence du doyen Ahmed Dada, qui dirigeait le forum. Et après lui, il y a eu Maître Bouhou Boini. Maître Bouhou Boini, à son arrivée, il y avait beaucoup plus de possibilités, parce que le pouvoir, le ministre secrétaire général de la présidence, avait téléphoné, a été le premier à téléphoner à Maître Bouhou Boini, pour le féliciter de sa nomination à la présidence du FNDU, et ainsi, il avait relancé le contact. Le ministre secrétaire général de la présidence, si mes souvenirs sont bons, alors, Maître Bouhou Boini aussi, qui est un homme de paix, qui est un homme de consensus, qui est un homme de dialogue, je le connais bien, c'est pourquoi j'utilise ces qualificatifs. Alors, il a voulu sincèrement faire avancer le dialogue, mais malheureusement, de l'autre côté, il y avait des blocages. Et principalement au pôle politique. Parce que le forum, il est constitué de 4 pôles. Le pôle syndical, le pôle de la société civile, le pôle des personnalités indépendantes et le pôle politique, qui regroupait les 17 partis politiques devenus 14, ensuite devenus 11 partis politiques. Donc c'est au niveau du pôle politique où ça traînait, où ça se bloquait. Bon, et là, malheureusement, malgré tous les efforts de Maître Bouhou Boini, ça n'a pas abouti jusqu'à la fin de sa mandature. Mais c'est par la suite maintenant qu'il y a eu l'appel de Nema. Mais il faut noter, il y a une grande différence entre l'appel de Shingiti et l'appel de Nema. Du président de la République. L'appel de Shingiti, le président Mohamed Ould Abdelaziz s'était adressé à l'opposition radicale, l'opposition démocratique.
l'opposition démocratique, ceux qui ne sont pas dans le FNDU, mais qui sont à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas dans la mouvance présidentielle. C'est Ibrahim Assar, c'est Bodiel, c'est le président Ibrahim Assar, excusez-moi, le président Bodiel, le président Messoud Oulboukher. Bon, donc, il y a cette opposition aussi qu'il faut prendre en compte, qui fait partie de l'opposition, de la classe politique. Ce n'est pas seulement le FNDU. Donc, ça, c'était le premier appel. Mais quand c'est... L'appel de Chinguitti. À l'appel de Nema, nous, Arc-en-Ciel, nous avons pris bien la différence. Il a fait un appel au peuple mauritanien. Il veut un dialogue national. Donc, c'est sans exclusive. Ce n'est pas seulement la classe politique, ce n'est pas seulement la société civile, c'est toutes les autres corporations, c'est les notabilités, c'est le peuple mauritanien dans son ensemble. Parce que c'est le peuple mauritanien qui souffre réellement de tout ce que nous voulons, de tous les maux que nous voulons soigner. D'accord. Donc le discours du président de la République à Nema vous a accroché? Oui, le discours, mais même avant celui de Nema, à Chinguitti déjà, le discours nous avait accroché. Parce qu'au niveau de Arc-en-Ciel, nous faisons foi au dialogue. Arc-en-Ciel fait foi au dialogue. Arc-en-Ciel préfère le règlement autour d'une table que n'importe quelle autre forme de règlement. Parce que même si malheureusement les cas pullulent, même si malheureusement on a par la passion, par la haine, par la colère, on a préféré commencer par régler les problèmes autrement, on finit habituellement, généralement on finit par se remettre autour d'une table. Alors que déjà, combien de sang a été versé, combien de milliards ont été perdus, combien de vies humaines, combien d'immeubles de dernière génération ont été détruits, nécessaires à l'émergence du pays, de nos pays sous-développés. Donc, on revient toujours. C'est pourquoi nous, on s'est dit, comme il faut terminer par le dialogue autour d'une table, autant commencer par là. Nous y croyons. Et déjà, quand j'étais au forum, je l'avais fait au nom d'Arc-en-Ciel, j'avais tenu ce discours. J'étais le seul à tenir ce discours au milieu de tous pour leur dire que nous allons au dialogue, que nous préférons le dialogue. Et on a donné tellement de cas, tellement d'exemples que je ne voudrais pas répéter ici. Et par une lettre officielle qu'on a adressée à l'ensemble des membres du forum, des présidents du forum, pas seulement ceux du pôle politique, mais ceux de la société civile, ceux des syndicats, les personnalités indépendantes, on a adressé à Arc-en-Ciel, a adressé à tous ces présidents une correspondance qui se trouve dans le net sur Cridem. Ce n'est pas pour faire la publicité de Cridem, que j'aime bien, donc qui se trouve sur Cridem pour étaler les raisons qui poussent Arc-en-Ciel à vouloir aller au dialogue. Donc nous, depuis la première heure, nous étions pour le dialogue. C'est quand maintenant qu'on a compris que les gens tournent en rond, qu'ils ne se décident pas, nous avons alors utilisé une autre procédure. Parce que dans notre parti, nous avons également, au niveau du forum, tout le monde est conscient et d'accord que chaque parti est souverain. Nous sommes là ensemble, mais que chaque parti est souverain. Vous savez ce que cela veut dire. Alors, déjà, pour renforcer notre démocratie interne au sein du parti, le président a pris la précaution, après l'appel de Nema, d'adresser un mail collectif à l'ensemble des cadres du parti, à l'ensemble des coordinateurs du parti, à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Le président a adressé un mail qui est là, le président d'Arc-en-Ciel a adressé un mail qui est là pour demander à chacun de donner son point de vue, s'il faut aller au dialogue de Nema ou pas. Tous ont répondu. S'il y avait un mot plus précieux, plus explicatif que unanimité, je l'emploierais. Les 100% ont répondu, chacun avec des arguments différents de l'autre, a dit nous allons au dialogue. C'est une décision unanime du bureau exécutif du parti. Les représentants à l'extérieur, les représentants à l'intérieur. On ne s'est pas limité là. Au parti, nous avons une structure qui n'existe nulle part ailleurs dans les partis politiques mauritaniens. Quelle est cette structure? Nous avons un conseil externe des sages. Nous avons choisi parmi les Mauritaniens
des gens dont la probité est reconnue, la bonne moralité est reconnue, le patriotisme est reconnu, leur engagement, leur amour pour la patrie mauritanienne est reconnu. Nous avons choisi ces gens. Et ils se trouvent dans toutes les communautés mauritaniennes. Nous avons choisi ces gens et on ne veut même pas qu'ils soient du parti parce qu'ils risquent de ne plus être objectifs. Ils n'ont qu'à même être du parti du pouvoir. Ils n'ont qu'à même être des partis qui sont les plus nos adversaires aujourd'hui. Même de là-bas, il y a de bonnes personnes, il y a de bons Mauritaniens. On a choisi alors ces personnalités, on a dit qu'elles vont constituer le conseil externe des sages. Quand tout le bureau politique et l'ensemble des coordinateurs étrangers à l'intérieur ont décidé d'aller au dialogue, on a dit on va aller voir les membres du conseil externe des sages. On les a tous vus. On en a vu 12. Et chacun d'eux, pour chacun d'eux, on lui a rendu visite à son domicile, au moins 2 heures, 3 heures de temps. On les a tous vus. Ce n'est pas une peine, ce n'est pas nécessaire d'énumérer, mais on les a tous vus. Et chacun d'eux, et parmi eux, certains qui sont membres même du FNDU, des membres influents du FNDU, ont salué la sagesse du parti Arc-en-Ciel, ont donné leur accord, ont manifesté leur soutien au parti Arc-en-Ciel. Et tous ont dit, c'est la seule façon de sauver notre pays. Il faut aller au dialogue. Alors c'est ainsi que, et encore, on a fait de manière artisanale un sondage. Les émissions radio, les journalistes qui ont organisé des émissions pour demander aux gens de répondre par téléphone, qui sont pour, qui sont contre. On a vu 97% de ceux qui interviennent étaient pour le dialogue. On a également été dans la rue, on a questionné, on a demandé aux passants, comme ça. Là également, près de 95% étaient pour le dialogue. Donc, quand on a eu tout cela, on a réuni tous ces éléments, on a décidé d'officialiser. Mais avant cela, on a voulu rencontrer le forum pour ne pas qu'on nous dise, comme on est en train de le raconter aujourd'hui, qu'on a trahi le forum. Le forum sait que je ne l'ai pas trahi. Le forum sait, les membres du forum savent que l'Arc-en-Ciel ne les a pas trahis. Que Arc-en-Ciel a été fidèle à sa position depuis le départ, depuis l'appel de Chinguitti. Depuis l'appel de Chinguitti, Arc-en-Ciel leur disait au forum, dans nos réunions, était le seul à dire qu'il est pour. Jusqu'à ce que les gens se sont posés des questions, jusqu'à ce qu'amicalement, on a commencé à chatter pour dire que moi, j'étais l'ami de Aziz, Bon, mais ça ne nous a pas gênés. Je suis l'ami de la Mauritanie. Je suis l'ami des Mauritaniens. Je veux sauver mon pays, le pays de mes petits-fils. Moi, je vais aller laisser mes petits-fils ici. Je veux laisser mes petits-fils dans la paix, dans la concorde, dans l'amitié, dans la fraternité. Donc, au niveau du forum, avant de partir, on a demandé expressément qu'une réunion soit tenue pour qu'on officialise notre position. Étant donné que le pôle politique refuse de se décider. Le pôle politique, sachant à quoi ça allait aboutir, et craignant que, parce qu'il y a des gens dans le pôle politique qui sont bien prêts à aller, et qui certainement iront au dialogue, mais craignant que la fracture ne s'élargisse davantage, ils n'ont jamais voulu tenir cette réunion. Mais à un certain moment, j'étais obligé de prendre ma responsabilité. Et là, dès que je l'ai prise, ce que je n'ai pas apprécié, aussitôt, le pôle politique, 24 heures après, m'a signifié ma suspension, la suspension de mon parti à Arc-en-Ciel. Ah là, je ne suis pas content de mes camarades du FNDU, parce qu'il y a eu 2 poids, 2 mesures. Il y a bien eu 3 autres partis, depuis 1 an, qui n'étaient pas d'accord avec le FNDU, qui avaient boudé, qui avaient claqué la porte violemment. Mais jusqu'à présent, aucune décision de suspension n'a été prise à leur encontre. Donc je n'ai pas apprécié. Et les gens du FNDU, mes camarades du FNDU, ils restent mes camarades du FNDU, savent que ce que je dis aujourd'hui, je l'ai toujours dit entre les 4 murs quand on était ensemble. Ceux qui disent que j'ai trahi le FNDU, ils ne savent pas. Aucun président du FNDU, membre du FNDU, ne dira que Balas a trahi. Parce que c'était sa position depuis l'appel de Chinguitti. D'accord. Donc, Arc-en-Ciel a choisi d'aller au dialogue. Quel constat faites-vous lors de vos différentes rencontres avec le ministre secrétaire général de la présidence qui gère le dossier du dialogue national?
Le ministre, le secrétaire général de la présidence, chargé de gérer le dialogue, je l'ai rencontré officiellement 4 fois. Les 3 premières fois, c'est lors des réunions préparatoires, informelles. Tous les gens, tous les partis politiques ou groupes de partis politiques qui ont accepté d'aller au dialogue, nous nous sommes réunis, on a été convoqués en réunion, la première fois, je crois que c'était vers le 16 juin, au Palais du Congrès. Et cette réunion était extrêmement importante, parce que le ministre secrétaire général de la présidence nous a transmis le message du président de la République. Il nous a dit que je viens vous transmettre le message du président de la République. Il vous dit ceci, que le dialogue qui va être fait, il n'y aura aucune ligne rouge. 1. 2. Il n'y aura aucune question taboue. 3. Aucune question, aucun problème ne le fâchera. Alors là, même si j'étais un peu inquiet sur la sincérité, sur les raisons qui poussent mes amis à ne pas venir, quand j'ai écouté ces garanties, je me suis dit qu'il n'y a plus de raison de ne plus aller. Alors, et encore, cerise sur le gâteau, le ministre a dit, c'est à vous, présents ici, de faire la thématique, c'est-à-dire d'élaborer, de préciser les thèmes autour desquels on va discuter au cours du dialogue. Ce n'est pas le président Aziz, ce n'est pas moi, ministre Moulay Mohamed Lagdaf, mais c'est à vous, vous qui allez venir au dialogue. C'est vous qui allez nous dire, on va discuter de tel thème, tel thème, tel thème, tel thème, tel thème. Ce n'est pas une cerise sur le gâteau, ça. Deuxième cerise sur le gâteau, c'est à vous qui allez participer à ce dialogue, qui allez faire le format. C'est-à-dire, c'est à vous de dire quels sont les gens qui seront invités à ce dialogue. Est-ce seulement la classe politique? Est-ce seulement avec la société civile? Est-ce avec les syndicats? Est-ce avec d'autres corporations? Est-ce avec l'homme de la rue? Il dit que c'est à vous de décider. Ce n'est pas le président Aziz. Deuxième cerise sur le gâteau. Troisième cerise sur le gâteau, il nous dit que le président Aziz dit, c'est à vous de fixer le chronogramme. Le chronogramme, c'est-à-dire quand est-ce que vous allez commencer le dialogue, combien de temps il va durer et quand est-ce qu'il va se terminer. Mais mon cher ami Ndiaye, ces 3 cerises sur le gâteau ne méritent pas qu'on revoie un peu sa position. Naturellement, j'étais réconforté. C'est l'objet de mon communiqué, du communiqué numéro 1 de Arc-en-Ciel. Parce que nous avons dit au président de cette commission qui est chargée, à Arc-en-Ciel, notre devise c'est unité, égalité, transparence. Il y aura la transparence. Attention, gare à vous, tout ce qu'on se dira ici, nous on le mettra au courant, on mettra nos militants, on mettra le peuple mauritanien au courant de ce qu'on s'est dit. On ne tramera rien dans son dos. On ne fera pas un marché de dupes ici. On ne fera pas un dialogue au malin et demi. Non, parce que c'est le peuple mauritanien qu'on veut sauver. Donc, la transparence. Et surtout que mon astreinte aujourd'hui, c'est de respecter les règles de mon parti. Mon astreinte. Je n'ai pas d'autre astreinte supérieure. Naturellement, si demain, par hasard, je me trouvais dans une autre situation, on verra, les astreintes de cette situation peut-être vont exiger de revoir tel point ou tel autre point. Mais pour l'instant, étant président du parti Arc-en-Ciel, rien qu'étant engagé dans Arc-en-Ciel, je vénère ma devise. Unité du peuple mauritanien, égalité de tous les Mauritaniens, transparence. Donc, tout ce qu'on se dira là-bas, tout ce qu'on se chuchotera là-bas, moi je le mettrai dans le net, je le mettrai dans la télévision, je le mettrai dans la radio pour le peuple mauritanien. Parce que c'est lui le seul juge, en définitive. Et c'est pour lui qu'on se bat, pour le sauver de la misère, pour l'enlever du sous-développement, pour le mettre dans la rampe de l'émergence. Très bien. Dans ces cadres, donc, je constate que vous encouragez
comment dirais-je, vous encouragez la participation de tous les Mauritaniens à ce dialogue national. Pourquoi? Je sens un peu que vous êtes en quelque sorte convaincu, engagé. Pourquoi voulez-vous faire participer tous les Mauritaniens? Bien sûr, je veux faire participer tous les Mauritaniens à ce dialogue parce qu'ils n'ont pas compris. Je ne vais pas jouer à l'avocat de Mohamed Ould Abdelaziz. Il en a d'autres qui sont plus qualifiés. Mais moi, dans mon observation, au-dessus de mes 66 petites années, et le parti Arc-en-Ciel avec moi, nous avons constaté que le président Abdelaziz, Mohamed Ould Abdelaziz, c'est comme s'il a regardé dans le rétroviseur de l'histoire. Il s'est dit, il faut que je réconcilie. Il a vu que son peuple n'est pas d'accord sur tous les points. Il a vu que la composition hétéroclite de notre population mauritanienne, il y a les Noirs, il y a les Blancs, il y a les gens de l'Est, il y a les gens de l'Ouest, il y a les gens du Nord, il y a les gens du Sud, il y a les gens du Centre. Ça ne va pas, le courant ne passe pas. Quand il l'a vu dans le rétroviseur, il s'est dit, parce qu'il n'était pas obligé d'organiser un dialogue aujourd'hui. Il est à 3 ans de la fin de son mandat. Il n'était pas, et il allait terminer, il allait siroter calmement son verre de thé, attendre que ces 3 ans se terminent. Mais alors, s'il part alors qu'il a laissé les arrières, que les arrières ce n'est pas bien, que le peuple mauritanien va se lever, il va se révolter, il prendra sa part de responsabilité. Donc nous avons vu que le président Aziz a regardé dans le rétroviseur, il a compris le danger qu'il y a et il a voulu, avant d'aller, réconcilier les Mauritaniens avec eux-mêmes. Il leur a dit, écoutez, je sais qu'il y a des problèmes, il y a un linge sale, mais venez qu'on se mette autour d'une table pour discuter. Alors, les Mauritaniens patriotiques, sincères, doivent-ils refuser cet appel? Doivent-ils refuser, doivent-ils fermer les yeux devant cette vision? Nous avons dit que non. Et comme nous sommes une république islamique de Mauritanie, certainement, c'est Allah qui lui a soufflé à l'oreille. Mais lève-toi, ce monsieur sur lequel tu es assis sur le ventre depuis 58 ans, il est fatigué, le pauvre. Aie pitié de lui. Laisse-le, lève-toi de lui, appelle-le à la table, discutez ensemble pour que vous viviez en paix. Moi, c'est comme ça que je vois l'appel de Mohamed Ould Abdelaziz. C'est Dieu qui a soufflé dans son oreille, qui lui a dit, appelle ton peuple, appelle tes fils mauritaniens, qu'ils discutent ensemble, qu'ils se retrouvent, qu'ils se réconcilient. En ce temps seulement, quand il prendra sa retraite, il n'ira pas nulle part, il restera dans son pays. Et il va déguster en ce temps, il va voir, il va surveiller, il va voir l'évolution de la Mauritanie, au lieu d'aller se réfugier à l'extérieur. Vous savez, le plus grand plaisir, c'est de vivre dans son pays. La plus grande joie, même si on a des milliards, même si on est pauvre, c'est de vivre dans son pays. Je le connais parce que j'ai été exilé. J'ai vécu en exil de 1989 à 1992. J'avais tellement la nostalgie de la Mauritanie. C'est tellement agréable de vivre ici, malgré notre poussière, malgré nos rues sales, malgré les poubelles qui sont partout. Mais c'est tellement agréable de vivre chez soi. Donc je sais que le président Mohamed Ould Abdelaziz, certainement, a pensé à cela. Il veut qu'après son mandat, qu'il reste ici en Mauritanie, qu'il rende visite, qu'il vienne prendre du Tchéboudienne Sebalas, qu'il vienne prendre du thé chez Moussa Ndiaye, qu'il circule dans les rues, qu'il se promène avec sa voiture seul, sans escorte. Ça, c'est le plus grand paradis qu'un chef d'État peut avoir. Et pour ceux qui ne vont pas participer au dialogue, avez-vous un appel à lancer? Moi, je pense que je ne serai pas aussi négativiste. Il y a espoir. Le Premier ministre, le ministre Moulay Mohamed Lagdaf se démène comme il peut. Il rencontre les gens. Bon, mais comme c'est des grands diplomates, c'est des hommes d'État, personne n'est au courant, on ne sait pas. Mais je sais, quand je l'ai rencontré exactement, je n'avais pas fini de répondre à la question. La dernière fois que nous lui avons remis une délégation officielle, nous lui avons remis le 2 août notre contribution, j'ai compris qu'il avait espoir, qu'il n'était pas désespéré, qu'il n'était pas paniqué, qu'il espérait que les gens viendraient. Que les gens viendraient. Et là, je pense aussi que l'appel qu'il a lancé, la main qu'il a tendue, pour ceux qui sont raisonnables, pour ceux qui aiment la Mauritanie, qui sont patriotes, qui n'ont pas un agenda caché, je crois qu'ils vont céder à cet appel-là. On a besoin d'eux. Tout le monde doit venir. Parce qu'il n'est pas facile d'organiser un dialogue, Moussa Ndiaye. Voilà déjà 2 ans que nous nous démenons, nous ne parvenons pas.
je disais que depuis 1958 jusqu'à présent, il n'y a pas eu de véritable dialogue, Moussa Ndiaye. Les congrès qui se sont passés, la multitude de congrès, la multitude de conférences de cadres, tout ça, ça a été de la mascarade. Les gens ont caressé dans le sens du poil. Parce que si dans tous ces forums, on avait discuté des véritables problèmes mauritaniens, aujourd'hui, ils n'allaient pas nous empêcher de dormir. Ils n'allaient pas ressurgir aujourd'hui. Ils n'allaient pas être dans les têtes, dans les esprits de tous les Mauritaniens, dans les bouches de tout le monde, dans les taxis, dans les grandes places, dans les marchés, partout. On parle du vivre ensemble en Mauritanie. On parle de l'unité nationale. Ça ne va pas. Si tous ces congrès-là, on avait débattu véritablement de la question, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Donc, c'est une aubaine. C'est une aubaine que le président Mohamed Abdelaziz nous offre, qu'on se retrouve. Il n'est pas facile d'organiser. Si on rate cette fois-ci, peut-être que c'est en 58 ans encore qu'on organisera au plus tôt. Et c'est une occasion à ne pas rater. Et moi, je sais que dans 58 ans encore, moi, je sais que je ne serai pas là. Je souhaite bien que tu sois là, toi. Mais moi, je sais que je ne serai pas là. On constate qu'au niveau du FNDI, il y a le président Ould Babemine qui préside en ce moment ces forums. Oui. Pensez-vous que cet homme qui est en patriote, c'est un grand homme. Il pourra quand même convaincre ses collègues pour qu'ils participent à ce dialogue? Ouais. Il a toujours été un grand homme. Il a toujours été un bel officier. Toujours. Il a toujours été ça. Il a toujours incarné la paix. Il a toujours incarné le respect, la considération. Il respecte tout le monde. Il considère tout le monde. Il est aimable. Il est gentil. Et donc celui-là, je suis certain que c'est une bonne étoile qui va diriger ces 4 mois-là le forum. Et je suis certain qu'avec lui, ce qu'on n'aura pas, on ne pourra plus jamais l'avoir. Moi, en tout cas, j'ai grand espoir qu'avec son arrivée, et il est respecté par tout le monde, aussi bien au niveau du forum qu'hors du forum, il est respecté par tout le monde. Je pense qu'avec lui, on verra le bout du tunnel. Pour votre contribution au dialogue, pouvez-vous nous faire un peu de points sur ces 25 points? Oui, dans notre contribution de 12 pages, et comme nous voulons régler le problème une fois pour toutes, nous sommes descendus jusqu'à la racine du mal. Jusqu'à la racine du mal. Donc le premier point, c'est de revenir sur le tandem à tous les niveaux. Et naturellement, après ça, on a parlé du régime parlementaire. Le régime parlementaire. Voilà la seule solution pour donner l'importance à chaque parti. Je ne citerai pas, il y a des partis de 1 député, 2 députés, mais dès qu'ils quittent la coalition perd la majorité, elle est obligée de tomber. On revient, on refait les élections. Ça donne l'importance même aux plus petits partis qui seront les faiseurs de roi. On ne prend pas seulement en considération les grands partis et les petits. Non, chacun a son importance. Et en ce temps, les parlementaires, les députés auront leur totale importance, leur totale valeur. Et l'unité nationale. Troisième point, l'unité nationale. L'unité nationale, c'est tout. C'est tous les problèmes qui existent actuellement en Mauritanie qu'on doit revoir. Et ce n'est pas impossible de les revoir. Qu'on vive en symbiose. Mais quand on vit ensemble, on doit partager ensemble. Quand on vit ensemble, on doit supporter ensemble. Donc il faut qu'on revienne là-dessus. On n'a qu'à partager. Bon, il y a la réforme judiciaire, il y a l'administration territoriale.
il y a autre chose de plus important dont on n'a jamais parlé, c'est l'extirpation du système des castes. Les forgerons, les bijoux, les cordonniers, les ceci, les cela, comme si c'est des sous-hommes, c'est humiliant, c'est des hommes comme nous. Ça, il faut qu'on en parle au dialogue. Alors, il y a les handicapés. Voilà des citoyens qui sont mis à côté, on n'a jamais parlé d'eux. Les handicapés. Les handicapés, ils ont une association reconnue. Ils sont là. Ils sont plus de 400 000 Mauritaniens. Et chacun d'entre nous peut être demain handicapé. Les étrangers vivant chez nous. Mais c'est comme s'il n'y a pas de Mauritaniens à l'extérieur. Et ils viennent aider la Mauritanie. Certainement, ils prennent des sous, des ouguias qu'ils envoient chez eux, mais ils viennent aider la Mauritanie. S'ils ne sont pas là, attention, ça va poser des problèmes. Les femmes, les jeunes, le secteur informel, la santé, la cherté de la vie, l'environnement, le bien mal acquis, les biens mal acquis. Les biens de la Mauritanie, Arc-en-Ciel veut que depuis 1960 jusqu'à maintenant, 2016, qu'on voit les biens de la Mauritanie qui ont été pillés, on va les ramener dans les caisses de l'État. Depuis 1960, depuis l'indépendance. Il n'y a pas de raison de choisir ceci, cela et laisser d'autres. C'est depuis 1960. Les valeurs islamiques. Les valeurs islamiques. Nous avons dit que nous sommes une république islamique de Mauritanie. Mais tout est là. Qu'on revienne là-dessus. Les valeurs islamiques. Et naturellement, tout cela va forcément conduire à la révision globale de la constitution mauritanienne. Ce n'est pas un article ou deux. Ce n'est pas l'article de limite d'âge. Ce n'est pas l'article de deuxième mandat, troisième mandat. Niet. C'est toute la constitution qu'il faut revoir. Très bien. Donc, Monsieur le Président, on est juste à quelques minutes de la fin de cette émission spéciale sur le dialogue national. Avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, c'est que aussi, pour ce dialogue, moi j'ai dit au pouvoir que ce ne sera pas un marché de dupes. C'est un dialogue avec le peuple. Et je suis vraiment fier quand j'ai écouté le Premier ministre s'exprimer avant-hier. Ça a confirmé tout ce qu'on pensait, nous. Il n'y a plus de doute. Même si, certainement, quelque part, il y a du grenouillage. C'est normal aussi en politique. Mais la déclaration, la remise à l'ordre du Premier ministre, de M. Moulay Mohamed Lagdaf, nous a rassurés, nous a tranquillisés. Donc, ce que je veux dire, tout ce qu'on fait, c'est pour le peuple mauritanien. Premièrement, que le peuple mauritanien soit témoin de cela. Que l'État trouve les moyens. Si ça va être radio, diffusé, télévisé, Internet, en direct, en tout cas, le peuple mauritanien doit suivre ce qui se passera au Palais du Congrès. Et tout ce qui sera convenu entre nous, ça n'a qu'à être un contrat politique national entre les gouvernants d'aujourd'hui et le peuple mauritanien. Et, en ce temps, le peuple mauritanien suivra, il surveillera. Mais n'empêche qu'on mette une structure de suivi des accords du dialogue. Comme ça, ceux qui disent qu'à Dakar, il y a eu des accords qui n'ont pas été suivis, parce qu'on les a roulés dans la farine, ils ont été naïfs. Ils ont été naïfs. Ça m'étonne des grands politiciens qui sont partis à Dakar, qui n'ont pas pris cette précaution de mettre en place, après le dialogue, une structure de suivi des accords. Et que le peuple soit pris à témoin, parce que lui seul est juge. Parce que c'est pour lui seul qu'on travaille. Voilà le dernier mot. Sinon que je remercie Arc-en-Ciel, remercie la TVM, vous remercie M. Moussa Ndiaye pour nous avoir donné encore cette occasion de nous exprimer en face du monde, en face des Mauritaniens et pour demander aux Mauritaniens. Nous leur demandons, en tout cas Arc-en-Ciel va rentrer dans toutes les maisons. Arc-en-Ciel va contacter toutes les corporations, même les gens qui refusent d'aller ou qui ne sont pas invités. Nous, au niveau d'Arc-en-Ciel, nous irons voir tout le monde pour demander à tout le monde, c'est leur problème. C'est leur avenir, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de nos petits-enfants. Il ne faut pas badiner avec cela. Venons, discutons, lavons notre linge sale, réconcilions-nous. Et tous ces péchés qu'on avait commis jusqu'à présent, qui empêchent la Mauritanie, parce que faites attention à l'eau qui dort. Faites attention à l'eau qui dort. Ça, vous l'avez dit au départ, ça ne bouge pas, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, mais c'est l'eau qui dort. Moi, j'ai peur de l'eau qui dort. Je veux qu'on vienne rapidement, qu'on discute de tout ça, qu'on trouve des solutions, que tous les Mauritaniens, noirs, mauves, haratines, soient ensemble, la main dans la main, s'entrelacent comme ça, comme les couleurs de l'arc-en-ciel divin, et pour que nous puissions nous occuper de notre devenir.
du devenir de nos petits-enfants, du devenir de nos arrière-petits-enfants. Nous avons déjà terminé notre vie. Voilà en tout cas ce que j'avais à dire comme dernier mot. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Merci, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission spéciale sur le dialogue national. Nous avions comme invité M. Alassane Hamadi Samaba, dit Balas, président du parti mauritanien dit concret Arc-en-Ciel. Monsieur le Président, merci et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie.